Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le thème d'actualité pour les investisseurs, la macro et les banques centrales, avec la réunion de la BCE et le chiffre de croissance pour le troisième trimestre aux États-Unis. Gilles Mouek est avec nous en visioconférence pour évoquer ces deux sujets, chef économiste du groupe AXA. Bonsoir et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, évacuons peut-être le sujet BCE. Vous prédisiez un meeting tranquille pour les gouverneurs et Christine Lagarde. L'objectif a été atteint visiblement, Gilles. Oui, ça a été un meeting. Il y avait très peu de suspense avant parce que je trouve que la BCE avait été très claire au mois de septembre, lorsqu'après avoir remonté les taux de 25 points de base, la pause a été signalée. Maintenant, il y avait de l'inquiétude résiduelle sur des idées un peu baroques, que je trouve personnellement baroques, qui serait par exemple d'accélérer la fin des réinvestissements du PEPP ou d'augmenter le taux des réserves obligatoires des banques. Et là-dessus, Christine Lagarde a été extraordinairement rassurante. On n'en a même pas parlé. Ce qui m'a surpris, c'est que les journalistes ne cherchent pas à la faire revenir sur ce terrain. Mais en tout cas, voilà, pas de décision rapide là-dessus, et tant mieux, parce qu'on a déjà assez de problèmes comme ça sur le marché obligataire sans se rajouter ce genre d'épines dans le pied. Et puis quelque chose quand même auquel honnêtement je ne m'attendais pas, c'est à quel point j'ai trouvé le message d'ensemble sur la macro quand même très inquiet, oui, de la part de Christine Lagarde. Il y a vraiment la reconnaissance du ralentissement très marqué de l'économie. C'était déjà le cas au mois de septembre, mais je trouve que c'était encore plus cette fois-ci. Et je les ai trouvés du coup inquiets sur la macro, plutôt plus confiants sur leur capacité à faire baisser l'inflation. Et donc au total, ça laisse probablement une image un peu plus dovish que ce qui était sans doute espéré par le marché, d'où un peu la réaction des taux longs après le meeting. Certains ont compté, je crois qu'elle a employé au moins 9 fois le terme weak pour décrire la croissance ou les perspectives de croissance relatives à la zone euro. Gilles, un mot quand même sur cette garantie effectivement concernant les réinvestissements du PEP, le programme d'urgence pandémique, qui vont se poursuivre comme prévu jusqu'à fin 2024 au moins. C'est une... Pardon ? On sait qu'ils n'en ont pas parlé. Oui, qu'ils n'en parlent pas. Alors, non, mais la nuance est importante, Gilles, parce que quand on regarde un peu quand même l'équation 2024 entre un appétit très limité pour de la consolidation budgétaire en Europe, à commencer par des pays clés comme la France et l'Italie, des programmes d'émissions toujours plus importants, une BCE qui, quoi qu'on en dise, sera toujours un peu plus en retrait en 2024 qu'elle ne l'était les années précédentes, et puis surtout l'absence de nouvelles règles budgétaires décidées au niveau européen, qu'elles soient théoriques ou coercitives. On se dit, il y a de la place pour que le marché fasse librement son travail, justement, vis-à-vis du coût de financement des États. C'est ce qu'on appelait à une époque les bond vigilantes. Ouais, ou ce qu'on appelle en bon français, Grégoire, la discipline de marché. Donc, moi, on me pose souvent la question, que pensez-vous de la réforme du mécanisme de surveillance budgétaire européen ? Et ma réponse régulière est, je m'en fiche. C'est un peu lapidaire, mais ma réponse là-dessus, c'est toujours la même. On ne le respectait pas avant, on ne le respectera sans doute pas plus demain, quel que soit le changement. À la fin des fins, ce qui marche, c'est le gendarme. Et le gendarme, c'est malheureusement, dans la plupart des cas, le marché, parce que du coup, ça fait mal. Mais on le voit bien, sur ce qui s'est passé en Italie, on a quand même eu une très bonne démonstration il y a quelques semaines. On a un gouvernement qui a en fait préempté un accord futur sur le nouveau mécanisme de surveillance budgétaire, donc qui a réglé ces annonces de politique budgétaire juste au seuil minimaux de ce qu'on pense être le résultat final de la négociation, et la réaction du marché ne s'est pas fait attendre. Donc le simple fait de respecter ce qui sera peut-être le futur système de surveillance n'a pas suffi à rassurer le marché. Et donc là, on a eu une prise de conscience, je pense à Rome, des limites à ne pas franchir. C'est dommage qu'il faille en passer par là, entre guillemets, mais voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Si on regarde la partie américaine, Gilles, et donc ce chiffre spectaculaire, tout le monde se prépare à un chiffre spectaculaire, il est peut-être plus ou moins aux yeux de certains, 4,9% de croissance trimestrielle en rythme annualisé. Oui, c'est quand même un chiffre impressionnant. Quand on regarde un peu les sous-jacents, Gilles,
on comprend quand même que la demande finale privée, consommation et même investissement, semble très solide. Oui, et enfin, parfois, alors ça fait souvent mal, mais on est contraint à cet exercice d'humilité. Et il faut regarder ce qu'on disait il y a en gros un an quand on parlait des risques. Et un risque dont on parlait il y a un an, mais auquel je ne croyais pas, qui était juste un risque, qui n'était pas mon baseline, quoi, auquel j'aurais mis, je sais pas, une probabilité de 20-25%, c'était que certes, les consommateurs américains épuisent les réserves d'épargne excédentaire qu'ils avaient constituées pendant la pandémie, mais qu'au lieu de déclencher une vraie correction de la consommation et donc une correction de la croissance, en fait, ça intervienne à un moment où les créations d'emplois et la progression des salaires seraient telles qu'en fait, même après avoir épuisé ce surplomb d'épargne, il y aurait de quoi continuer à faire tourner la machine. Et c'est peut-être ce qui se passe. J'ai fait un petit calcul la semaine dernière, parce que ça m'épuisait de lire partout que les salariés américains avaient perdu du pouvoir d'achat pendant la crise. C'est faux. Les salariés américains ont gagné, pas beaucoup, mais un peu, de pouvoir d'achat pendant la crise. Les salaires ont au total augmenté plus vite que l'inflation depuis le début de la pandémie. Si vous multipliez ça, donc l'évolution du salaire horaire réel, par le nombre d'emplois créés, qui reste très élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on aurait pu estimer, vous avez une masse salariale réelle dans le système qui reste très importante, qui croît, et donc qui conduit sans doute en ce moment, c'est sans doute ça l'explication de la très bonne tenue de la consommation au troisième trimestre. Donc ce qu'on voyait comme un risque est en train probablement de se matérialiser, et que dans ces conditions, on a un marché obligataire un peu inquiet. Ben oui, parce que ce genre de choses, on pouvait se faire peur avec ça l'année dernière, et bien c'est en fait en train de se produire. Dans les facteurs qu'on a pu rater à travers l'analyse, Gilles, j'entends de plus en plus de vos confrères, depuis quelques semaines ou quelques mois à peine, mettre en avant le facteur immigration aux États-Unis pour expliquer notamment... Alors, à la fois ce marché du travail et la croissance qui est générée par l'arrivée de nouveaux migrants aux États-Unis dans des mesures et des ampleurs qu'on n'a pas vues sur la décennie précédente. Visiblement, depuis 2021, il y a quand même une rupture et des vannes qui se sont rouvertes en termes de flux migratoires aux États-Unis. Et visiblement, cette population-là vient alimenter l'offre de travail qui est sans doute manquante encore aujourd'hui. Et derrière ça, c'est des mécanismes là aussi assez auto-entretenus qui se mettent en place en matière de croissance, de consommation, etc. Oui, mais non. C'est-à-dire que, là-dessus, je suis un tout petit peu sceptique. C'est-à-dire que, en général, en tout cas, c'est ce qu'apprend l'histoire économique. En général, les flux migratoires importants ont plutôt tendance à réduire assez fortement la croissance des salaires. En tout cas, les arrivants, en général, arrivent sur des niveaux de salaire plus bas que ceux qui y étaient. Et que dans une phase de durcissement général, de tension générale du marché du travail, en fait, c'est plutôt une soupape qui aurait dû conduire à une désinflation. Alors, il est possible, mais alors ça, j'avoue, j'ai pas regardé les données, mais ce que je sais, par exemple, c'est que sur le Canada, on s'est aperçu d'un changement assez intéressant, qui est que l'arrivée d'un flux également d'immigrés très important au Canada, elle est de manière plus régulière qu'aux États-Unis, et de manière moins épidermique, entre guillemets, créant moins de tensions épidémiques. Vous savez que le Canada a un système d'immigration un peu par points, et donc en fait il y a beaucoup de salariés en fait assez bien payés, assez qualifiés qui rentrent au Canada. Ces gens-là ont un niveau de consommation assez élevé, ils veulent tout de suite un logement, plutôt un bon logement, ils veulent tout de suite acheter une voiture, ils veulent tout de suite acheter tout un tas d'équipements, et en fait ils arrivent sur des niveaux salariaux élevés, sur des jobs qui en fait peut-être n'auraient même pas existé s'ils n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'en quelque part ils ont créé leur propre job en arrivant. Alors si c'est ça qui se passe aux États-Unis, mais encore une fois il faut regarder les chiffres, il est possible que oui on ait une espèce d'effet inflationniste lié à un changement de composition de l'immigration. Bon, intéressant à suivre. En tout cas, si je reviens trivialement à ce que ça implique pour la Réserve fédérale américaine, le marché a l'air de dire que pas grand-chose de plus au final, Gilles, malgré, encore une fois, le boom spectaculaire de ce T3.
Pas grand-chose de plus, mais parce que, évidemment, le marché fait le métier de la Fed, entre guillemets. C'est-à-dire que on est dans une espèce de boucle assez curieuse. Ça arrive souvent sur le marché où le marché ne price plus beaucoup de hausse de taux de la Fed, mais précisément parce que comme les taux de marché sont élevés, la Fed a moins besoin de taper. Donc c'est une espèce de boucle un peu sans fin, où chacun attend que le premier tire, entre guillemets, et commence à faire baisser les conditions monétaires. Là, on est quand même à un niveau restrictif tellement élevé que même si Powell a pris soin de dire que ça ne réduisait le besoin de la Fed de taper que en principe, donc il s'est réservé le droit de taper quand même, c'est vrai que là, le boulot est en train de se faire. L'étonnement de la Fed, c'est qu'en dépit de ce durcissement des conditions financières généralisées, pas simplement des taux courts, pour l'instant, l'économie continue à voler. Et ça, honnêtement, je n'ai pas de bonne explication. Eh bien, peut-être que Jérôme Powell nous en dira plus la semaine prochaine sur cette situation. Après la BCE cette semaine, ce sera évidemment la grande réunion de politique monétaire la semaine prochaine et la décision de la Fed attendue le 1er novembre. Merci beaucoup, Gilles. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage macro sur les deux événements du jour, la BCE et la publication de cette croissance américaine pour le troisième trimestre de 4,9% en rythme annualisé. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, était avec nous en visioconférence ce soir.